Aujourd'hui, je t'emmène avec moi à la rencontre de Guillaume Kayzak. Guillaume est un thérapeute essénien depuis plus de 30 ans. C'est également un guide spirituel et j'ai eu la chance de le rencontrer ici à Bruxelles lors de sa conférence. On a vécu ensemble une expérience assez particulière puisque Guillaume nous aide à comprendre le principe de réalité. Et donc ce sont des expériences qui se vivent mais qui sont difficiles à décrire. Donc je vais laisser Guillaume se présenter ce qu'est la thérapie essénienne puisque c'est quelque chose qui n'est pas très connu et que j'ai découvert il y a peu de temps. Et je voulais aussi vous dire merci. Merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne YouTube, à vous abonner à Instagram, à partager mes vidéos, à les liker, à les commenter. Et ça a beaucoup de valeur pour moi et ça a évidemment aussi beaucoup de valeur pour l'invité. Ça nous permet de voir que ce que l'on fait a de l'importance pour vous, vous aide, vous apporte quelque chose et évidemment c'est le meilleur retour que vous puissiez nous faire, c'est de commenter, partager, liker. Donc merci du fond du cœur. Si tu me découvres, j'aimerais te dire que je suis passionnée par les interviews. J'aime interviewer des personnes qui ont un message fort à transmettre au monde. Évidemment, les questions que je pose à mes invités sont des questions que je me pose avant tout pour moi et que je pose aussi parce que je sais que vous êtes en quête de sens, que vous avez besoin de trouver votre place et que quelque part ça fait partie de ma mission de vie, c'est-à-dire que d'une part je vous accompagne en coaching à trouver le sens de votre vie, à trouver votre raison d'être, à changer de vie souvent, mais je le fais aussi à travers mes interviews pour vous aider, pour vous inspirer, pour vous permettre de comprendre que vous pouvez aussi changer votre vie. J'espère que ça vous plaira. Bonjour à tous, on est aujourd'hui avec Guillaume Kayzak. Bonjour. Bonjour, comment tu vas ? Bah écoute, j'étais en conférence hier à Bruxelles, on a fini assez tard. Oui, mais je confirme. Ça va super bien, merci. Top. Donc effectivement, aujourd'hui on est à Bruxelles. Donc pour te présenter, tu es thérapeute essénien depuis plus de 30 ans aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la thérapie essénienne? Puisque pour beaucoup, et pour moi aussi jusqu'à hier, c'était vraiment inconnu. Alors, tu sais, après la Deuxième Guerre mondiale, on a découvert des manuscrits esséniens, de communautés esséniennes, et on s'est rendu compte qu'ils parlaient beaucoup de la nature, mais en même temps, ils avaient beaucoup de références très ésotériques, et puis aussi, il y avait beaucoup de textes de la Bible, et on s'est rendu compte que c'était des gens qui vivaient dans une sorte de mix qu'aujourd'hui, on a du mal à envisager, parce qu'aujourd'hui, il y a la religion, il y a l'ésotérisme, il y a la spiritualité, il y a l'écologie, et en fait, eux vivaient comme avec tout ça. Et pour eux, c'était complètement normal de dire... Dans la nature, il y a des anges, par exemple, tu vois. Alors que nous, ce sont comme dans une librairie, tu vois, c'est comme des départements différents. Et en fait, ils vivaient une relation mystique, profonde, spirituelle, mais à travers la nature et à travers des choses très très simples de notre environnement. Et je trouve qu'à notre époque où, tu vois, on est tellement détaché de la nature, on est devenu tellement artificiel dans des mondes complexes, que ça fait du bien de réconcilier ça. Surtout que tu vois, les religions nous ont parlé de Dieu d'une façon très abstraite. Et donc, être thérapeute essénien, c'est retisser un lien avec la nature et essayer de percevoir ce qu'il y a de sacré, tu vois, d'inspirant dans les choses très très simples de la vie quotidienne. Et quand tu le fais et que tu acquiers une sorte de qualité de présence et que c'est un engagement que tu prends de maintenir, tu vois, cette constance intérieure, eh bien, tu deviens un thérapeute essénien parce que autour de toi, tu apportes la qualité vibratoire que tu portes. Donc c'est pas nécessairement des techniques, pour moi, hein, c'est pas nécessairement des techniques thérapeutiques extérieures, mais c'est d'abord un choix de vie, une qualité de vie et une qualité d'être que tu émanes et que tu partages simplement autour de toi. C'est ça. Et justement, hier, tu parlais dans la conférence beaucoup du principe de réalité. Tu disais qu'on vivait principalement en dehors. Pour toi, justement, c'est quoi la réalité? Eh bien, la réalité, il y en a deux. Okay. C'est qu'il y a notre réalité intérieure, c'est ce qu'on vit, ce qu'on ressent, ce qu'on pense, ce qu'on croit. Et parfois, quand tu voyages, tu rencontres des gens qui vivent dans d'autres mondes, mais c'est en fait intérieur, parce que tu vas dans leur pays, tu vas dans leur ville, leur famille, leur maison, tu es au même endroit physique, mais tu vois qu'ils vivent dans d'autres... D'ailleurs, pas besoin de voyager, des fois c'est chez nous, on vit même en couple, et des fois, au bout d'un moment, notre couple commence à être comme deux personnes qui sont en colocation, quoi. Tu vois, il y a plus de, on partage plus la réalité. Plus de connexion. Voilà, parce qu'en fait, tu as la réalité intérieure qui est très importante, et l'homme a la capacité de se créer une réalité en dehors de la réalité. Et donc, il y a la réalité aussi qui est, eh bien, les choses physiques, les choses matérielles, et quand on vit ensemble au quotidien dans la réalité. Eh bien, j'avais pris l'exemple de mon grand-père, tu sais, qui était dans le Brabant et qui était fermier. Eh ben, je disais, voilà, quand tu es en train de labourer un champ, de semer des pommes de terre et de les récolter, c'est un exemple, hein, mais en fait, tu es dans une réalité qui ramène tout le monde à la même réalité, un petit peu comme on se remet tous, on se resynchronise, tu vois, parce que
On a pu hier soir autour du feu discuter en disant mais moi je ressens plutôt cela, moi j'ai l'impression que, mais concrètement quand on est en train de récolter de la nourriture et de la cultiver, d'élever des bêtes, il y a des réalités concrètes qui peuvent nous resynchroniser à un certain niveau. C'est ça. Alors en fait, moi ce qui m'intéresse depuis toujours, c'est un peu le sens de la vie. Donc c'est beaucoup des questions que je me pose depuis que je suis née, c'est qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi on est sur Terre. Et c'est aussi là-dessus que j'accompagne mes clients à trouver finalement le sens de leur vie, leur raison d'être. Est-ce que pour toi, est-ce que notre vie quelque part a un sens, dans le sens où est-ce qu'on est là pour quelque chose en particulier sur Terre? Encore une fois, je vais te faire une réponse qui dit les deux, c'est-à-dire que je pense que profondément, chacun de nous a une raison d'être. Ou tu vois, Pythagore aurait dit, chacun de nous est une note de musique. Donc si tu es une note de musique, ça veut dire que d'abord, tu as le devoir moral de vibrer à cette fréquence et d'exprimer cette note pour les autres. Parce que si ça t'a été donné, si tu es comme cela, c'est que c'est ça ta participation au monde. Tu dois participer au monde parce que tu es. Mais, et c'est une nuance très importante, il y a plusieurs façons de l'exprimer. Et tu vois, on me pose souvent la question, mais qu'est-ce que je dois faire comme métier? Est-ce que ma mission d'âme, ma raison d'être, c'est d'être instit, c'est d'être infirmier, c'est d'être médecin, tout ça? Et en réalité, j'invite tout le monde à aller un peu plus profond en disant que tu sois, tu vois, je prends des métiers très différents, que tu sois éleveur, agriculteur, plombier, instit, chercheur en ADN génétique, peu importe quelque part ce que tu fais à l'extérieur, à l'intérieur de ce que tu fais, qu'est-ce que tu es? Tu vois, qu'est-ce que tu exprimes, qu'est-ce que tu manifestes? Par exemple, tu peux être prof pour des enfants et manifester l'empathie, l'encouragement, la curiosité intellectuelle, la rigueur, et tu vas transmettre aux enfants ta qualité profonde. Et donc tu peux être la rigueur, mais même tu es la rigueur, par exemple, tu es comptable, tu es agriculteur, tu es horticulteur. Et les gens, tes collaborateurs, tes collègues vont dire de toi, ah ouais, lui, c'est toujours très précis, il est très très méticuleux. Ça sera une qualité profonde que tu portes, peu importe finalement comment elle se manifeste concrètement. Ok. Donc toi, tu penses qu'on a quand même une raison d'être individuelle, c'est-à-dire une forme de... J'aime pas trop ce terme mission de vie parce qu'il est un peu galvaudé, mais une forme quand même de spécificité dans notre vie, quoi, qui fait que quelqu'un va peut-être être thérapeute, coach, intervieweur, médecin, boulanger, et quelque part, c'est important qu'il aille vers cette direction-là. Oui, mais tu vois, du coup, épanoui, quoi. Voilà, et du coup, tu vois, la connaissance de soi, elle transcende notre métier, notre identité, notre langue, notre religion, parce que, tu vois, les exemples que tu as donnés, mettons que ta mission d'âme, ta mission de vie, ta qualité fondamentale, ta note de musique, c'est, mettons, la douceur. Okay. Et tu es quelqu'un... Ça existe, du coup, en termes de... C'est ce que je pense. D'accord, ok. Et je pense qu'il y a des êtres... C'est un peu ton cas, d'ailleurs. Tu as beaucoup de douceur quand tu t'exprimes. Eh bien, par exemple, tu es venu à manifester et partager la douceur, parce que tout le monde ne l'a pas. Pourquoi? Mais parce qu'il y en a qui ont la force, il y en a qui ont la résilience, il y en a qui ont l'empathie, il y en a qui ont la sagesse, il y en a qui ont la rigueur. Tu vois, quelqu'un qui a la rigueur, il ne va pas forcément être doux. Il ne va pas pouvoir être doux. Donc, il a besoin d'être avec une personne qui est douce et qui va arrondir la rigueur et adoucir la rigueur. Mais si tu as que la douceur, la vie va finir par ressembler à de la mélasse, tu vois, quelque chose... Non, mais tu vois... Non, et donc, il faut se compléter, en fait. Exactement, on se complète. Et je pense qu'on est venu être ensemble, chacun une particule de la création, et qu'on ne peut pas être tout. Et quand tu intègres ça à l'intérieur de toi, profondément, c'est comme une grande détente et un grand calme qui se fait parce que tu te dis, mais en fait, je n'ai pas à être tout, je n'ai pas à tout manifester, je n'ai pas à être parfait en tout, à être et rigoureux, et bon, et juste, et vrai, et sincère. Tu vois, non. Par contre, cherche qu'est-ce que tu es venu vivre, qu'est-ce que tu es. Et donc, dans les exemples que tu as donnés, tu vois, tu pourrais être un médecin, et toi tu diras, j'aime bien ce médecin, il est tellement doux. Oui. Tu vois, ou j'adore ce boulanger. Quand à chaque fois qu'on va, on prend son pain, et puis tu vois, c'est enveloppant, ça va être doux. Donc, moi je crois à ça, et je pense que, donc au-delà de la connaissance de soi psychologique, tu vois, de surface, il y a une connaissance de soi plus profonde qui nécessite un travail un petit peu différent pour aller percevoir nos qualités fondamentales. Et on n'en a pas forcément qu'une d'ailleurs, tu vois, on peut en avoir plusieurs. Bien sûr. Comme je te le disais, j'accompagne les personnes à trouver finalement leur voie, à se reconvertir au niveau professionnel. Et c'est vrai que je remarque que beaucoup de personnes
ont du mal en fait à trouver finalement le sens de leur vie, tu vois, à se sentir épanouis, ils ont du mal à trouver leur chemin, on va dire ça comme ça. Et ben, qu'est-ce qui fait justement qu'on a tant de mal à trouver ce pourquoi on est fait et ce vers quoi on aspire? C'est pas le cas de tout le monde évidemment, il y a des gens pour qui c'est clairement pas le cas, mais en tout cas de mon point de vue professionnel, c'est beaucoup ce que je vois. Mais tu vois, moi ça m'a toujours marqué. Mon meilleur ami au collège, il est maintenant médecin, il est chirurgien spécialiste de la main. Et quand on était gosse, il démontait des montres et il les remontait et il modifiait les fonctionnements et il adorait les petites choses très méticuleuses et les mécanismes et les fonctionnements, tu vois. Comme un chirurgien. Et il fait maintenant chirurgien de la main et très jeune, il a voulu faire ce métier-là. Et donc j'ai toujours admiré les gens qui avaient une vocation jeune parce que je les trouvais alignés, tu vois. Et j'ai plusieurs amis comme ça qui font aujourd'hui le métier qu'ils voulaient faire quand on était gamin. Et moi, c'était pas mon cas. Et Platon disait, l'homme est une plante, non pas terrestre, mais céleste, et ses racines sont dans le ciel. Mais lorsqu'il est né, elles ont été mélangées, emberlificotées, nouées. Et il faut faire tout un travail pour, comme, peigner et dénouer nos racines dans le ciel. Et il disait que ça a mené à l'homme une confusion et une incapacité à percevoir et à recevoir les informations pour savoir qui il est finalement. Et je suis assez... Comment faire justement? Bah oui. Alors, ça fait rebondir ma question. Ouais, c'est ça. Comment faire pour se recentrer Bah, tu vois, par exemple, Platon expliquait ça. Et ça, tu le médites et tu réfléchis. Et tu essayes de voir, parce que tu ne veux pas que ce soit une croyance, parce qu'un tel l'a dit, alors c'est vrai. Tu veux le percevoir vraiment toi-même. Et là, il y a un petit trick, c'est que le mental, il a tendance à te faire sentir que tu sais parce que lui, il sait. Donc tu lis ça, tu dis oui, l'homme est une plante céleste, machin. Tu dis ah mais oui, c'est vrai, et tu crois que tu sais. Mais en fait, tu ne te rends pas compte à quel point parce qu'il faut maintenant l'intégrer dans ton cœur et le ressentir, l'intégrer dans ton ventre, dans ton corps, jusqu'à ce que ça devienne super clair. Et tu sais, dans la vie en général, quand quelque chose est clair et vraiment intégré, les solutions et les équilibrages arrivent et surviennent dans ta vie. Les nouvelles rencontres, les changements de vie inattendus, la vie se réorganise autour de toi en fonction de ce que tu as vraiment intégré. Quelques secondes de pause pour t'inviter à t'inscrire à la session déclic. Si aujourd'hui tu as l'impression de manquer de sens dans ta vie, tu as l'impression de ne pas avoir trouvé ta raison d'être, tu ne trouves pas ta place, eh bien cette session est faite pour toi. Tu as le lien sous la vidéo. Cette session, c'est un appel qu'on a ensemble qui nous permettra de voir qu'est-ce qui bloque, comment je peux t'aider, et déjà en 10 minutes, tu auras plus de clarté. Tu vois, moi je l'ai vraiment expérimenté avec des personnes qui étaient dans des relations dysfonctionnelles au point de vivre des violences conjugales par exemple. Oui. Eh bien c'est curieux, mais ça prend longtemps. Des fois tu te dis, mais combien de temps il va... Eh bien, pour certaines, alors en général c'est des femmes, pour certaines femmes ça va prendre une claque, et elle se réveille, elle se dit, ma relation est dysfonctionnelle, c'est fini. Il y en a une autre, il va falloir 15 ans. Oui. Et des fractures et de l'hôpital. Qu'est-ce qui explique ça justement? Eh bien justement, il faut que si tu veux, la leçon de vie, elle soit profondément intégrée. Et on a tout un tas de mécanismes de défense, de résistance au changement et à l'intégration. Et je pense qu'il faut être en paix avec ça parce que nous sommes venus vivre un apprentissage. Et moi, je crois en la réincarnation. C'est pas une croyance, c'est que c'est comme le plus logique et le plus évident. Ouais. Et donc, je me suis dit, en fait, il y a des gens qui ont déjà vécu des relations abusives, de la destruction de leur être, une fois, deux fois, trois fois. Et là, la vie vient juste valider un acquis. Donc, par exemple, tu es très jeune et tu vas te retrouver dans une relation dysfonctionnelle avec ton premier petit copain. En fait, c'est un abuseur, c'est un pervers narcissique, peu importe, ou elle, hein, parce qu'il y a beaucoup de manipulation dans les deux sens. Eh bien, la vie vient voir. Est-ce que tu as vraiment intégré la leçon? Ou alors est-ce que tu vas te dire oui, mais... Et tu te trouves encore toutes les justifications. Et donc, souvent dans la vie, lorsque tu vois que tu glisses et que tu passes facilement à l'étape suivante, je crois que c'est quelque chose que tu avais déjà appris. Mais je crois que l'apprentissage, dans le fond, il est long et profond. Et donc, lorsque tu es pris plus longtemps dans une situation, c'est que peut-être que tu l'as déjà vécu, mais tu viens vraiment, vraiment aller au bout de l'expérience. Et ça, il faut l'accepter, il faut être en paix avec ça. C'est marrant que tu parles de ça parce que c'est un sujet qui me parle et je pense à quelqu'un justement dans cette situation. Je pensais pas qu'on aborderait ce sujet, mais du coup c'est intéressant parce que parfois on peut aller effectivement jusqu'à l'extrême. Hein. Tu as des cas malheureusement qui sont extrêmes et parfois tu vois les personnes qui se remettent ensemble malgré tout après.
on peut rien faire hein, quand quelqu'un est dans cette situation pour l'aider à voir la situation Mais tu de vois, manière différente. tu peux pas apprendre la leçon pour quelqu'un. Et quand toi, tu as appris une leçon, tu peux pas l'expliquer à quelqu'un qui ne l'a pas appris. Ouais. Par contre, tu peux tranquillement partager pour que ça commence à toucher une personne. Donc, si tu veux, de ce point de vue-là, tu ne peux pas réellement aider quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'a jamais fait. Tu peux lui apprendre progressivement, mais c'est lui qui doit intégrer la connaissance. Et ça, c'est un processus qui le concerne lui. Et est-ce que c'est un manque d'amour de soi Parce que c'est pas qu'au niveau amoureux, ça peut être aussi au niveau professionnel, ça peut être au niveau familial. Bien Des fois, sûr. on accepte des situations qui sont intolérables en fait. Oui. Est-ce que quelque part, c'est un manque d'estime, un manque de connaissance de soi, un manque d'amour de soi? Qu'est-ce que tu penses de... Moi, je pense que ça vient d'une mauvaise perception de nous-mêmes. Déjà, je pense que souvent, enfant, on a été habitué. Oui, Il n'y a rien de pire que ça. c'est ça. Quand tu as été habitué à manger tel aliment, à supporter tel comportement, conditionnement, eh bien finalement c'est ta normalité et tu te construis de cette façon-là. Ça c'est vraiment la chose qu'on voit le plus. C'est pour ça que pour moi, je trouve que tout ce qu'on habituellement dit que c'est de la spiritualité, le sacré, toutes ces choses-là, il faut les ramener à soi et à des choses très très concrètes. Et tu vois, un jour je me suis rendu compte que si Dieu est vraiment en moi, et pour moi Dieu c'est la vie, donc si je suis vraiment vivant, eh bien, je n'ai pas le droit de laisser quelqu'un endommager la vie. Et tu vois, il y a des gens qui se battent. Moi, j'étais comme ça. Quand j'étais jeune, j'étais inscrit à la Fondation Brigitte Bardot. Tu vois, j'étais très militant, j'avais 16 ans, j'étais à fond et tout. Et progressivement, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un instinct de vouloir protéger les faibles, tu vois, parce que c'est intolérable les souffrances qui sont infligées. Mais qu'en réalité, la vie était aussi en moi et que parfois, j'acceptais que la vie en moi soit endommagée pour des raisons complètement idiotes. Et je me suis dit, mais en fait, il faut commencer par moi-même. Et je pense que l'amour de la vie et le respect de la vie, c'est une valeur fondamentale qu'on devrait appliquer à soi-même et être comme des gardiens et des vigilants en disant, personne, rien, aucun système n'a le droit et n'a une raison suffisante pour endommager la vie en moi. Et donc j'en suis un gardien. Et c'est l'histoire de la Genèse, tu sais, on dit il y avait Adam, Ève dans le jardin et tout ça, mais en fait c'est vrai, c'est notre vie intérieure. Pour moi, Dieu nous a mis en conscience à l'intérieur de nous-mêmes pour garder ce jardin. Et ce jardin, c'est notre vie intérieure, c'est notre jardin secret. C'est ça. Tu as parlé de réincarnation. J'y crois aussi. Pour toi, est-ce que... Alors, ça, c'est pas dans le principe bouddhiste, mais est-ce que tu penses qu'il y a une forme de destinée? C'est-à-dire qu'on arrive sur Terre avec des choses qui sont prévues, des rencontres, des événements, Je pense qu'il y a des grandes lignes. Okay. Je pense que les détails après appartiennent aux circonstances et il y a toute une part qui se construit, qui se tisse au fur et à mesure, mais elle se tisse sur une trame qui est là. Je pense effectivement qu'il y a une trame. Dans ta vie, tu dois aller à tel endroit et tu vas passer par ici. Après, comment va se passer le voyage? Est-ce que tu vas arriver au bout? Est-ce que ça, on ne sait pas. Et si tu n'as pas fini, il va falloir continuer après. C'est ce que je pense. Quand tu dis après, c'est la vie prochaine? Oui. Ok. Et je pense que on ne termine jamais en fait. On est toujours... Je pense que la vie est une expérience permanente en fait. Et si tu rentres dans la permanence, moi j'ai déjà fait ces expériences de rentrer dans la permanence, eh bien en fait oui, il n'y a pas de début ni de fin, mais c'est parce qu'il n'y a plus de temps. Donc c'est pas qu'il n'y a pas de fin, c'est qu'il n'y a pas de temps. Oui. Tu vois? Et est-ce que tu penses que, comme dans le bouddhisme, on peut arriver à l'état d'éveil et à ce moment-là, on peut ne plus se réincarner? Alors je pense qu'on ne se réincarne plus dans le sens où on ne vit... Alors je pense pas qu'on puisse plus se réincarner, mais on va s'incarner dans d'autres mondes ou dans d'autres densités. C'est ça. Parce que je pense que l'univers est infini et donc donc du coup c'est pas parce que je trouve ça un peu bébé de dire tu vois, on est incarné parce qu'on a un corps physique puis après on n'est plus incarné. Oui. C'est plus complexe que ça. Mais on ne s'incarne plus dans les mêmes choses. Comme par exemple, tu vois, toi, la vie que tu as aujourd'hui n'est pas du tout la même que celle de quelqu'un qui est très pauvre au Bangladesh. Lui, tous les jours, il se demande s'il va réussir à manger aujourd'hui, à survivre un jour de plus. Toi, tu n'as pas ça. Donc, quelque part, vous n'êtes pas incarné dans les mêmes mondes. C'est ça. Vous n'êtes pas incarné dans les mêmes réalités. C'est ça. Alors qu'on est sur la même planète. Et justement, par rapport à ça, donc tu parles de Dieu. C'est pas une question que j'aurais imaginé de poser, mais puisqu'elle est là, tu vois, sur Terre, il y a quand même beaucoup de souffrance. Il y a beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, mais il y a aussi beaucoup de souffrance, notamment avec cette personne qui peut-être née au Bangladesh et voilà, toute sa vie va survivre en fait pour pouvoir manger. Enfin, c'est difficile d'avoir des réponses à ça évidemment, hein, mais pour toi, qu'est-ce qui explique ça justement qu'une personne va être extrêmement favorisée, une autre va l'être beaucoup moins? Est-ce que
Alors je pense que c'est une illusion, une apparence, parce que justement, à cause de cette fragmentation de l'incarnation, on a l'impression qu'il y en a une qui naît avec une cuillère d'argent dans la bouche et puis tout est facile, et l'autre qui naît là. Et je pense qu'il faut juste toujours voir l'âme et le chemin. Et que je pense que nous sommes nos... Et d'ailleurs, je l'ai expérimenté aussi, quand tu fais des expériences intérieures, tu t'aperçois que parfois tu es une plante. Tu es vraiment dans une conscience végétale et tu t'aperçois qu'en fait, il y a à l'intérieur de toi ça. Donc, tu sais ce qu'a décrit Darwin, qu'il y a l'évolution de la vie, des poissons, des animaux et tout ça, c'est vrai. C'est-à-dire que la conscience, elle voyage et elle passe par plein d'étapes. Et donc, lorsque l'animal progressivement accède à l'état de conscience humain où il peut faire des choix, la vie encore va lui donner des leçons et l'éveiller. Par exemple, en tout cas, elle doit l'éveiller à travers toutes sortes d'expériences. Et c'est pour ça que de ce point de vue, aucune expérience n'est négative. Pour moi, ce qui est négatif, c'est de vivre une expérience inutile ou répétée alors que tu n'apprends pas la leçon, elle se répète. Et là, elle peut devenir, entre guillemets, négative. C'est la 15e fois que la vie te montre qu'il faut te respecter toi-même. Oui. Comme l'histoire du couple, de la relation toxique. Et on le vit tout le... Tu vois, tu vas au boulot aujourd'hui, c'est la 150e fois qu'un collègue te manque de respect et te fait sentir qu'il est supérieur à toi. Et ça, pour moi, c'est une expérience négative, entre guillemets, parce que ça fait un moment que tu aurais dû passer à autre chose, te repositionner, t'affirmer, choisir ce que tu veux. Et t'attends encore d'être poussé à quel extrême, on ne sait pas. Oui, voilà. c'est ça. Tu vois, mais en soi, donc, je pense que toutes les expériences de vie, elles ont une raison. Et si on s'incarne dans un contexte, c'est pour faire une expérience d'apprentissage et d'éveil. Le danger de parler comme je parle, c'est de dire, bah donc, celui qui est en train de mourir de faim dans la rue, bah, c'est son expérience, il faut le laisser. Tu vois ? Donc, en fait, ce que je dis doit absolument être complété par le fait qu'on doit partager. Et c'est ce qu'on fait. Tu vois, on a des chaînes YouTube, c'est pour partager nos états de conscience, nos prises de conscience, pour ceux qui sont rendus là. Oui. Tu vois ? Donc, en fait, à chaque fois, on monte d'un petit millimètre et c'est comme ça qu'on grandit. Et c'est important de partager. Dès que tu as compris une chose, même très simple, c'est important de la partager autour de toi à ceux qui l'accueillent, ceux qui le veulent. Oui, bien sûr. Et est-ce que tu crois au karma ? Bah, écoute, karma, ça veut simplement dire qu'en fait, il y a des trames dans un tapis et que s'il y a un fil rouge qui est dans le tapis et qui disparaît, en fait, c'est qu'il va réapparaître plus loin. Et donc, il ne vient pas de nulle part. Il y a toujours des causes à effet. Par contre, tu vois, l'enseignement essénien explique qu'il y a des karmas collectifs et que on ne peut pas être une collectivité. Tu vois, ici, on est à Bruxelles, en Belgique, en Europe, sur la planète. Il y a comme différents niveaux de vie collective. Et que donc, tu as des karmas qui sont vraiment de toi. Tu as des karmas qui sont du transgénérationnel, de ta famille, tout ça. Tu as des karmas qui sont de ton pays. La Belgique a un karma avec le Congo. Tu vois, toutes ces choses-là. Et l'humanité a un karma collectif aussi. Et donc, il n'y a pas un seul karma, mais il y a toujours une cause, un effet. C'est pour ça que beaucoup de gens aujourd'hui sont dans la réinformation, dans la dénonciation de tout ce qu'il fait, tout ce qui se passe dans le gouvernement et tout, parce qu'on sait que les décisions que prennent nos gouvernants, elles peuvent nous impacter. Et que donc, on peut vivre et subir une chose karmique qui ne vient pas réellement de notre propre pouvoir décisionnaire, mais de gens qui sont au pouvoir, mais irresponsables et immatures. Et ça, c'est souffrant. C'est ça. Alors, j'aimerais savoir ta vision par rapport à l'IA. On en a parlé un peu hier dans la conférence. Je sais que c'est un sujet qui te passionne, tu en parles beaucoup. Et évidemment, comme toute chose, il y a du bon et du moins bon, ça c'est sûr. Sans ça, on ne serait probablement pas ici à faire une interview. Donc ça a beaucoup de positifs, mais évidemment, ça a aussi son lot de négatifs. Comment tu vois la société d'ici 50 ans au niveau de tout ce qui se développe? Gros sujet. Ouais, c'est gros sujet, mais c'est vrai que c'est, tu vois, la société d'Elon Musk, il a créé une société qui développe un robot qui s'appelle Optimus, et Optimus est en cours de fabrication. On a déjà un prix, on a déjà, je pense, quasiment une date de mise sur le marché. Oui. Si tu veux, l'argument, c'est de dire qu'Optimus pourra faire des choses qui sont dangereuses, répétitives ou ennuyantes pour la plupart d'entre nous, et que donc ça sera un avantage. Il fera la vaisselle, il pourra aller dans un incendie chercher un truc et tout. Ça, c'est l'argument, si tu veux. C'est toujours qu'il y a un argument pour faire que nous, on dise, bah oui, c'est quand même bien. C'est comme les caméras de surveillance, voilà. C'est pour nous protéger. Voilà, donc il y a la puce dans le cerveau, Neuralink, pour les handicapés. Tu vois, chaque fois, on dit, bah, c'est pour les tétraplégiques, paraplégiques, donc c'est quand même bien, parce que ça les autonomise. Et on ne peut pas dire non. Oui, dans ce cas-là, oui, c'est sûr. Tu vois, mais il y a quand même toujours un cheval de Troie, si tu veux. C'est que tu dis, ouais, le cheval est super, mais en fait, il y a un autre truc qui est caché derrière et qui quand même fait peur. Oui. Pour moi, le problème principal vient de notre manque de reliance avec la nature. Parce que si nous vivons beaucoup plus dans le concret, dans le réel, dans le naturel,
dans des relations humaines très vraies, très authentiques et très vécues, tu vois, dans le quotidien, eh bien, on va pouvoir être quand même préservé en grande partie des dangers de l'IA et de tout ça. Le problème vient qu'aujourd'hui, ça vient avec un mode de vie. Nos mémoires sont déléguées à nos téléphones, sont déléguées à des disques durs. Nos relations deviennent de plus en plus distantes. Oui. Maintenant, on s'est habitué à faire des visios, à se parler, tout ça. On passe de moins en moins de temps ensemble et de plus en plus de temps sur des choses, dans des moments virtuels. On a accès à des réalités virtuelles, tu vois. Sur les chaînes de réinformation, on commente ce qui se passe de l'autre côté de la planète alors qu'on n'y a jamais été. Et ça devient une préoccupation. Tu te dis, ouais, mais il y a ceci qui se passe dans le monde. Alors qu'en fait, concrètement, à côté de toi, il y a des gens qui ont besoin de toi, qui sont en souffrance, qui pourraient t'aider. Tu ne les vois même plus, tu ne leur parles même pas. On parle plus avec des gens sur YouTube qui nous parlent de choses très de géopolitique internationale et tout ça, alors qu'en fait, on n'a plus de conversation avec nos voisins. Alors que peut-être la vie nous a mis à côté de notre voisin parce qu'il y a une expérience karmique à faire, une libération, mais elle ne pourrait pas se faire. Et donc, pour moi, le danger, il est plus là que dans les outils. L'IA, c'est un outil, mais qui se sert de l'outil et pour faire quoi? La question, elle est là en réalité. Oui, c'est ça. Et du coup, ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue récemment qui était très flippante. C'était sur l'immortalité. Alors moi, j'y croyais pas du tout. Mais là, on est occupé apparemment de faire des expériences de, je sais pas comment on appelle ça, Oui, cryogénisation. Oui. Et apparemment, ça peut vraiment se produire. C'est-à-dire que le corps meurt, mais le cerveau, en fait, peut être récupéré. Est-ce que tu penses qu'on va arriver à ça? Parce que franchement, là, pour le coup, ça fait peur. Alors en fait, parce qu'on a envie de vivre. Ouais, je pense que justement, on est sur la Terre pour faire des expériences de liberté et quelque part choisir ce qu'on veut vivre. Alors on peut le faire au niveau micro, toi aujourd'hui, dans ton job, tu choisis ce que tu veux vivre dans ta réalité. Mais je pense qu'en fait, c'est l'occasion de faire des choix aussi d'âme. Tu vois, en disant, dans telle circonstance, comment est-ce que tu vas te comporter? Ça va montrer qui tu es. Tu vois, on te demande de dénoncer tes voisins juifs pendant la guerre. Est-ce que tu le fais ou est-ce que tu ne le fais pas? C'est l'opportunité de montrer qui tu es. Et donc, de prendre ce chemin, c'est simplement de dire à la vie qui tu es et qu'est-ce que tu veux vivre. Et donc, c'est simplement un choix de vie qui va avoir des conséquences plus lointaines. Il ne faut pas que ça nous inquiète. Simplement, il faut qu'on se positionne et qu'on choisisse qui on est et qu'est-ce qu'on veut vivre. Oui, et tu vois, on l'a vécu avec la pseudo-pandémie et tout ça. Qu'est-ce qu'on veut vivre? Tu veux vivre dans quel monde? Est-ce que tu veux qu'on augmente les caméras, qu'on scanne? Est-ce que tu veux avoir un code QR dans une puce dans la main? Non, mais il y a des gens qui sont en train de se dire, ça serait plus simple, tu vois. Je pourrais faire un paiement, tu vois, avec une puce. Oui, de toute façon, ils poussent à fond là-dedans. Donc en fait, ce monde, c'est simplement une proposition qui t'est faite. Est-ce que tu plonges? Est-ce que tu veux ça? Si c'est ça, tu vas avoir une destinée karmique associée à tout cela. Et il faut être en paix en sachant que si on prend un temps extrêmement long, finalement, tout finira bien. Parce que la conscience va toujours finir par se réveiller. Mais aujourd'hui, tu as l'opportunité de choisir. Est-ce que ça va prendre longtemps? Ou est-ce que déjà, tu t'éveilles et tu te positionnes dans la vie? C'est ça. Parce que quand même, l'immortalité, c'est pas... Enfin, sur Terre, se réveiller dans 3000 ans, c'est assez flippant quand même. C'est un rêve complet. Oui, mais tu sais, c'est qu'un repeat de ce que les Égyptiens ont fait. Oui. Les Égyptiens, les riches, puissants, se sont fait momifier parce qu'ils étaient riches et puissants pour continuer à vivre comme des riches et puissants. Alors que les gens qui trimaient, à la fin de leur vie, ils se sentaient fatigués, ils disaient « ouais non, moi j'ai envie de passer à autre chose ». Alors qu'eux étaient pris dans l'ivresse de leur puissance et de leur pouvoir et ils voulaient continuer à être heureux, beaux et tout ça. Et en fait, si tu réfléchis, c'est une décision d'âme qu'ils ont prise à un moment donné. Eh bien, ils ont une destinée d'âme qui correspond à ça. Et aujourd'hui, ce sont eux, ces mêmes âmes, qui luttent de tout leur cœur pour continuer à exister dans un corps. C'est ça. Bah, écoute, merci à toi en tout cas, Guilhem, pour cette interview. On arrive à la fin. Est-ce que tu veux partager quelque chose, un petit mot de la fin? Bah écoutez, je sais pas si ton auditoire est belge ou francophone. Plus français en général. Plus français en général. En fait, mondial, mais plus français. Okay. Mais belge aussi. Hein. Bah, c'est parce qu'on est à Bruxelles, donc on n'est pas loin du siège de l'Union européenne. Et je voudrais partager avec vous que, vous savez, déléguer son pouvoir, c'est quelque chose qu'au niveau personnel, il faut éviter de faire. Je pense que la vie, souvent, nous met dans des situations où elle nous demande de nous repositionner et de décider de notre destin. Et je pense qu'il faut ne pas acquiescer à ce qui nous est emballé comme étant un progrès ou comme une fatalité, que l'Union européenne, telle qu'elle est faite maintenant, c'est comme normal. Il faut se réveiller, se dire que justement, de la même façon que chacun de nous, on doit reprendre notre pouvoir personnel, je pense que nous devrions récupérer un pouvoir beaucoup plus local, avec des décisions locales. Et si au moins mentalement, ça doit être clair pour nous, c'est clair pour nous, et bien progressivement, ça va se propager dans l'état de conscience de l'Europe. Et les Européens vont se rendre compte
qui n'ont pas à subir comme une fatalité tout ce qui est fait dans cette pseudo-Europe qui est en train de faire en réalité un espèce de coup d'état général pour créer un empire. Tu sais, c'est toujours c'est des répétitions dans l'histoire. Et voilà, je vous invite et je vous conseille et je vous encourage à vraiment vous détacher de cette hypnose de l'Union européenne qui est une marche en avant inévitable et d'essayer de récupérer un petit peu de pouvoir et de souveraineté. Je pense qu'on en a besoin. Oui, c'est un beau mot de la fin. Avec Et plaisir. je vous dis en tout cas à très bientôt. N'hésitez pas évidemment à partager l'interview autour de vous, à mettre un pouce, à commenter. C'est super important pour nous évidemment quand on crée du contenu d'avoir voilà, vos réactions parce que ça demande quand même beaucoup de travail finalement de faire ces vidéos, ces interviews. Et c'est grâce à vous en fait que ça peut fonctionner. Donc voilà, merci en tout cas pour votre retour et je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Je vous aime.